Bienvenue dans ce live. Je vous laisse le temps d'arriver. Faites-moi signe quand vous êtes là. Faites-moi un petit coucou, prévenez-moi, comme ça je peux vous saluer. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Dites-moi en commentaire comment ça se passe pour vous de l'autre côté. Je vous mets une petite musique de début parce que le contenu que je vais vous donner aujourd'hui, c'est un contenu que généralement je ferai en masterclass. Donc, faites-moi signe quand vous arrivez. Dites-moi un petit salut. Je vous laisse quelques minutes pour débarquer en forme. J'ai préparé mes notes. Ça m'arrive très rarement. Et vous allez voir pourquoi. Parce que c'est le sujet du jour. La procrastination, le travail dans l'urgence, le manque d'organisation, le stress, la frustration, l'angoisse. On va parler un peu de tout ça. Le perfectionnisme, coucou Rachida, oh my god, ça faisait longtemps, merci d'être là. On va parler des blocages des personnes à haut potentiel. Je vous laisse le temps d'arriver, j'espère que vous allez bien. Pour introduction, un petit sujet qui n'a absolument rien à voir avec le sujet du jour, mais je ne sais pas si c'est le bon moment de vous en parler aujourd'hui, parce que ça n'a rien à voir, mais je vais vous en parler quand même, parce que ça peut vous prévenir de certaines choses en guise de prévention, en guise d'anticipation, en guise d'information, en guise de connaissance, etc., de curiosité, tout ça. Donc, très rapidement, vous savez qu'au mois d'août, j'ai chopé le Covid. J'ai chopé le Covid dans toute sa splendeur, c'est-à-dire les symptômes du Covid, donc les symptômes classiques que vous connaissez tous, je les ai tous eus, tous, sans exception, plus des symptômes pas très classiques qui étaient dus à un chamboulement hormonal dû au Covid, du coup nausées, vertiges, vomissements, dégoût de certains aliments, etc. etc. Le Covid, en fait, n'est pas défini que par ses symptômes, parce que figurez-vous qu'il y a des conséquences à cette maladie, il y a des conséquences à ce virus, c'est-à-dire que même quand vous avez guéri, il y a des punaises de conséquences qui débarquent quelques mois plus tard. Et l'une d'entre elles, et qui est très méconnue du corps médical, mais qui est une conséquence due soit au virus lui-même, soit au stress causé par le virus, par la maladie, c'est la chute de cheveux. Donc, je suis en plein dans ça, la chute de cheveux. Si vous n'êtes pas au courant de ça, informez-vous. Si ça vous est arrivé de perdre vos cheveux par poignée et que vous vous demandez, purée, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Est-ce que vous auriez fait une chimio par inadvertance? Sachez que ça peut être une conséquence du Covid. Donc, je suis en plein dedans. Il y a plein de femmes qui sont en plein dedans, qui étaient en plein dedans, qui ne savaient pas que c'était ça. Et du coup, d'ailleurs, les femmes, quand elles perdent leurs cheveux, elles n'en parlent pas forcément. Moi, j'en parle parce que, déjà, de 1, ça ne me dérange pas du moment que je connais la source du problème. De 2, je le vis très bien parce que si vous me connaissez, vous savez que je n'ai pas peur des choses que je ne peux pas contrôler dans la vie et que je les accueille avec plaisir parce que ça fait partie du chemin. De 3, j'en comprends tout à fait le message parce que quand même je suis là tout le temps avec vous à vous prêcher la confiance en soi, l'amour de soi, l'estime de soi, à vous dire que vous devez vous dissocier de vos problèmes, que vos problèmes n'ont rien à voir avec votre identité, que vos épreuves n'ont rien à voir avec qui vous êtes. Donc un minimum, je comprends que là l'univers est en train de m'envoyer Amine, merci Rachida, l'univers est en train de m'envoyer une petite épreuve pour me faire ouvrir les yeux et voilà que j'intègre et que j'incarne le message que je vous transmets. Donc je sais que ça n'a rien à voir avec moi et que même si je me retrouve chauve, ben, ça ne changera absolument rien à ce que je vous dis, à ce que je vous transmets et à qui je suis. Donc j'espère que les personnes qui regardent mes lives ont compris ça, que
ce à quoi je ressemble n'a rien à voir avec la valeur que je vous transmets. Donc si je me retrouve chauve dans quelques mois parce que je ne sais pas jusqu'où ça va aller, je perds clairement mes cheveux par poignée. D'accord? Si vous ne savez pas ce que ça fait, regardez la vidéo d'Alissa Milano qui a posté ça sur Instagram il y a quelques temps, je crois que c'est en mars ou en avril, quand elle avait elle-même vécu les conséquences du Covid. Donc la chute des cheveux, je crois que ça s'appelle un truc du genre effluvium télogène. En fait, c'est la chute de cheveux due à un stress ou due à un traumatisme ou due à un choc émotionnel ou due à une maladie. Donc en gros, il y a beaucoup de chercheurs aujourd'hui, de médecins qui disent que c'est dû au stress causé par la maladie et non pas au virus lui-même. Donc c'était juste en introduction pour vous dire que si vous avez chopé le Covid et que 3 mois plus tard, vous vous retrouvez à perdre, hello Claire, vous vous retrouvez à perdre vos cheveux par poignée, no panique, c'est juste une merveilleuse conséquence de ce petit virus que personne ne comprend. Voilà, donc si je suis chauve, ben venez quand même quoi, ça changera rien à qui je suis. Et au moins ça me donnera, vous voyez là il y a des petites repousses, donc déjà je sais que ça repousse, c'est cool. Je sais pas ce que je vais faire de ces petites repousses, mais voilà, je suis pas trop dans l'apparence, donc ça va, je tenais à vous prévenir à l'avance, au cas où un jour, bah, j'ai plus de cheveux sur la tête pendant un live. Ça me donnera l'opportunité d'acheter des super belles perruques et d'avoir enfin les cheveux de mes rêves. Anyways, ça c'était pas le sujet du jour. Donc maintenant que vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Donc je vois, je crois, Rachida, Priska, Bouchra, Claire. Bienvenue Sylvie, coucou ma Bouchra. Sylvie. Bienvenue à vous. Donc, je voulais vous parler du haut potentiel. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai pris des notes. Ça m'arrive pas souvent parce que moi, je suis vachement dans la dernière minute. J'ai un message à vous transmettre. Je l'élabore dans ma tête et je vous le ponds en live. J'ai pas vraiment besoin de prendre des notes. Mais perfectionnisme oblige. Et puis, voilà, j'ai envie de vous transmettre quelque chose de correct. Ah, t'es trop chou, Rachida. Non, mais il faut, je veux dire, j'ai pas le contrôle là-dessus, hein. Coucou ma Priska, j'ai pas le contrôle là-dessus, ça sert à rien de s'acharner contre les épreuves de la vie contre lesquelles on peut rien faire. Donc au lieu de faire résistance, on accueille et on essaie de comprendre le message que le monde nous envoie à travers cette épreuve. Voilà. Oui, j'ai jamais perdu mes cheveux comme ça et j'ai pas envie de vous faire une démo parce que vous seriez assez choqués. En gros, sur toute la tête, je n'ai plus que ça. J'ai vraiment plus rien. J'ai dû perdre 50% au moins de mon volume. C'est pas très grave. Donc, les personnes à haut potentiel, les amis, les personnes à haut potentiel, vous le savez, on a des blocages, d'accord? On vient avec ce haut potentiel, mais avant de le voir comme un cadeau, on le voit d'abord souvent et très longtemps comme un fardeau, donc on a des blocages. Mais sachez qu'à tous ces blocages, tous les blocages que vous avez dans votre vie, il existe des solutions, d'accord? Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Je suis très contente de vous l'annoncer. À tous les blocages, existe une solution. Alors, je vous préviens, ce live va durer, je pense, au moins 30 minutes. J'espère qu'il ne va durer que 30 minutes parce que, comme je vous l'ai dit, ce contenu, en général, je l'approfondis et je le propose en masterclass payante d'habitude. Donc, il y a énormément de valeur. Je ne peux pas tout vous enseigner ici. Comme dans une masterclass, mais je vais essayer de vous donner le maximum. T'as aussi perdu tes cheveux suite à tes grossesses? Ah oui, oui, non, mais suite à des grossesses. Mais là, j'étais pas enceinte. C'était que le Covid. Que le Covid, j'étais pas enceinte. Ah mon Dieu, alléluia. Ok. Oui, oui, suite aux grossesses, voilà quoi, tu le sais, c'est normal, tu sais ce qui se passe. Mais là, suite au Covid, tu sais pas, il y a personne qui sait ce que ça fait. Il y a personne qui est capable, il y a même aucun médecin qui était capable de me dire que ça pouvait être à cause du Covid. Alors, on a tout cherché, mais pas ça, on n'a pas pensé à ça du tout. C'est à travers mes recherches que j'ai vu qu'en fait, il y en avait des tonnes de femmes à qui c'était arrivé. Donc, à tous les blocages, je ne sais pas ce qui se passe, mon écran s'est noirci. Bon, ça va revenir. Existe des solutions. Maintenant, vous devez avoir l'esprit assez ouvert pour accepter les blocages et accepter les solutions. D'accord? Parce que ça, c'est notre problème généralement. C'est qu'on a des problèmes, on va chercher une solution, mais on ne va pas la mettre en mouvement, on ne va pas la mettre en pratique. Donc, on n'accepte pas la solution en fait. On a tous des problèmes auxquels on n'accepte pas les solutions. Pourtant,
il y a solution à chaque problème. Ok? Donc, une personne à haut potentiel, un de ses soucis, c'est qu'elle a du mal avec les choses qui sont trop rigides et trop carrées. Et a du mal forcément avec l'organisation parce que être organisé demande une certaine discipline, donc une certaine rigidité, ça demande à être tac, 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 tac. Et nous, ben voilà, on a du mal avec ça, du coup on a du mal avec l'organisation. 100% de mes clientes sont venues avec un problème de procrastination et un problème d'organisation, entre autres, d'accord? Donc, le truc, c'est qu'on a besoin d'organisation pour canaliser les problèmes et pour transformer ces problèmes en solutions. Donc déjà, anticipez l'idée que l'organisation va vous aider. On en a besoin. Donc ne vous fermez pas à ça, ne vous dites pas, purée, ben moi je suis une personne à haut potentiel. De toute façon, les personnes à haut potentiel sont connues pour ne pas être organisées. Et voilà, c'est comme ça, moi je suis comme ça va tout le temps être comme ça. Non, ça va pas être comme ça. Vous avez vraiment besoin, bam, de vous éveiller là, de vous ouvrir et d'accepter que l'organisation, c'est quelque chose de très important dans la vie d'une personne à haut potentiel. Donc, les autres problèmes de la personne à haut potentiel, c'est quoi? C'est les autres blocages, c'est le manque de confiance, d'accord? C'est le questionnement, punaise, le questionnement permanent. C'est cette hyperactivité cérébrale, c'est l'angoisse, c'est les doutes, c'est les peurs, c'est cette pensée en boucle, ces hypothèses qu'on se fait. Et si ça se passait comme ça, et si ça ne se passait pas comme ça, et s'il arrivait ceci, et si je n'y arrivais pas, et si ceci, et si cela, et si cela, on se construit une tonne de scénarios, souvent improbables. On a cette pensée en arborescence, donc plein d'idées, mais une idée en amène une autre et tout, et ça cogite, ça cogite, ça cogite, et on se retrouve débordé. On est en hyperactivité cérébrale, et du coup, il y a tous les sens qui sont éveillés, et si vous voulez, en fait, notre cerveau, il est un peu comme dans un shaker. Vous voyez, il est vraiment shaké dans tous les sens. Toutes les parties du cerveau sont stimulées en même temps, mais par plusieurs trucs en même temps. C'est ça qui est fou. Et du coup, cette hyperactivité cérébrale, ça va créer une angoisse. Et quand ça crée cette angoisse, on se retrouve tétanisé. L'activité cérébrale, elle ne nous pousse pas à l'action. Au contraire, ça bouge tellement qu'on comprend plus rien, on ne sait plus par quoi commencer, on se sent débordé par nos propres pensées et du coup, on est tétanisé et on ne passe pas à l'action. Ça s'appelle la procrastination. Donc, dites-moi si ça vous parle en commentaire et je pense que oui. Franchement, je pense que oui. Si vous êtes là, c'est pas pour rien. Donc, du coup, comme il y a cette hyperactivité cérébrale, eh ben, on n'avance plus, on ne fait rien. Et quand on n'avance plus, on ne fait rien. Vous rajoutez à ça les doutes, la frustration, eh ben, on se retrouve inquiet. C'est-à-dire que il suffit qu'on se prenne une remarque de quelqu'un, que ça remet toute notre vie en question, toute notre identité en question. Il y a de l'inquiétude et on se retrouve tétanisé. J'ai cru entendre une de mes filles. Non, c'est bon. Il se peut qu'on soit interrompu par les enfants. Donc, il se peut qu'elle se réveille et comme je suis toute seule avec elle, donc il se peut qu'on soit interrompu, mais je reviendrai. Ça marche? Donc, vous rajoutez à ça le doute. Pour une personne à haut potentiel, tu te reconnais là-dedans, Rachida, ouais. Pour une personne à haut potentiel, qu'est-ce qui pousse aussi à la procrastination? C'est qu'il y a toujours un paramètre qui risque de nous pousser loin de notre objectif, qui risque de nous faire trouver des excuses pour ne pas avancer, pour ne pas passer à l'action. Il y a toujours un paramètre, un contexte, une nouvelle information, une nouvelle stimulation, une distraction, etc. qui sont pour nous, dans notre tête, d'accord, une bonne raison pour continuer de temporiser. Parce que on a envie de faire le bon choix, de prendre la bonne décision. Du coup, on se dit, non, pour pas me tromper, il faut que je sois sûre de ceci et cela et ceci et cela. Du coup, on va aller chercher le truc qui va faire qu'on soit sûr, mais comme on n'est jamais sûr, eh oui, l'être humain ne peut pas être sûr, d'accord? On ne peut pas être sûr tant qu'on n'a pas fait pour voir est-ce que c'est ça ou pas ça. Du coup, changer de direction. Comme on n'est jamais sûr, on ne passe pas à l'action. Donc, il y a ces blocages-là, d'accord? Oui, surtout les doutes et les 1000 scénarios que je me fais dans la tête. Ouais. Mais tu le sais qu'il y a des solutions à ça.
Du coup, on se retrouve dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que je doute, donc je ne fais rien. Comme je ne fais rien, je manque de confiance en moi parce que je me sens pas productive, parce que je me sens pas utile. Et comme je manque de confiance en moi, donc je ne fais rien parce que quand je manque de confiance en moi, je pense que ce que je vais faire ne va pas être bon, ne va pas être parfait, besoin de perfection, donc je ne fais rien et ça tourne, ça tourne, ça tourne, je procrastine, je manque de confiance en moi, je manque de confiance en moi, je ne fais rien. Vous rajoutez à ça les amis donc le perfectionnisme. Le perfectionnisme pour le haut potentiel, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Je l'ai vécu, je le vis encore de temps en temps, mais je me ressaisis très très vite. Je vous assure qu'aujourd'hui, je suis loin de ce que j'étais avant. Et c'est très bien comme ça, parce que du fait que j'ai réglé ce problème, je me sens beaucoup plus productive, je vais beaucoup plus vite, je fais beaucoup plus de choses. Parce que je fais les choses, même si elles sont imparfaites, attention, pas médiocres, hein, je ne descends pas à la médiocrité, mais même si elles sont imparfaites, au moins elles existent dans le monde physique. Ma Sylvie, éparpillement, hyperlucidité, haute exigence, exactement. Hyperactivité émotionnelle, hyperactivité intellectuelle, hyperactivité cérébrale, bref, hyperconscientisation aussi. Vous connaissez ça. Le perfectionnisme, il faut savoir que les personnes à haut potentiel ont des valeurs très très fortes et en fait bien plus fortes que la moyenne. D'accord? Les personnes à haut potentiel vivent toutes les choses, bonnes ou mauvaises, d'une façon bien plus forte que la moyenne. Quand on est dans la tristesse, on est dans la tristesse plus. Quand on est dans la joie, on est dans la joie plus. Quand on fait les choses, on va les faire plus. Quand on fait pas les choses, on va pas les faire plus. On est autant inhibé plus, autant super active plus. Bref, on est... Et nos valeurs, même nos valeurs, les valeurs, votre socle de valeurs est bien plus fort que la moyenne. C'est-à-dire, vous prenez une personne à haut potentiel qui a la valeur de justice qui est forte et vous prenez une personne normopensante, j'aime pas ce mot, mais voilà, pour différencier, normopensante qui a la valeur de justice très forte, cette force dans les valeurs ne va pas du tout être la même. C'est-à-dire que la personne normopensante va avoir cette valeur, mais si elle vit une injustice, elle va la vivre ok. La personne à haut potentiel qui va vivre une injustice, c'est la fin du monde. Il y a tout qui s'écroule, il y a tout qui s'effondre. Émotionnellement, c'est la folie. L'injustice, c'est insupportable. L'incohérence, c'est insupportable. L'inhumain, c'est insupportable. Le manque d'authenticité, c'est insupportable. Le vice, c'est insupportable. Il y a des choses qui sont juste insupportables. Ce qui fait que la personne à haut potentiel, dans le monde actuel, si elle ne sait pas gérer tout ça, va avoir vachement de mal à s'épanouir, à vivre, à se sentir bien dans ce monde, dans cette société, avec ce qui se passe, les médias, la politique, etc. Le perfectionnisme, dans le monde professionnel, ça peut être un calvaire. Autant c'est génial, c'est génial parce que vous rendez un travail bien, vos collègues peuvent compter sur vous, votre environnement est bien, vous ne rendez pas un truc bâclé, on compte sur vous. Si vous avez à prendre la parole en public, vous allez présenter un truc bien. Si on vous confie un projet, en plus, comme vous êtes loyal, vous allez présenter un truc bien en temps et en heure. Vous n'allez pas arnaquer vos collègues, vous n'allez pas parler bête de vos collègues. Vous allez vraiment être des personnes extraordinaires dans le travail. Maintenant, ce qui se passe dans le monde professionnel, le problème par rapport au perfectionnisme, c'est que justement, vous n'arrivez pas à rendre un travail tant qu'il n'est pas parfait. Et comme la perfection n'existe pas, ça vous bouffe. Et souvent, il y a des personnes qui ne rendent rien. Comme pour elles, c'est pas parfait, elles ne rendent rien. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui. Voilà. En fait, pour nous, la perfection... Coucou ma Bouchra, t'as réussi à venir, c'est cool. C'est la première fois que je préviens certains de mes contacts pour assister à un live parce que je le trouve quand même important. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Cette histoire de haut potentiel, ça me met les larmes aux yeux d'ailleurs. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que cette histoire-là de blocage, de procrastination,
de manque de confiance en soi, de manque de passage à l'action, ça m'a quand même pourri quelques années de ma vie dans le monde professionnel justement, mais à l'école aussi en fait, depuis toujours en fait, depuis toujours. Et le fait que j'ai résolu ça, mais ça me donne envie de le partager avec le monde, parce que ça peut être vraiment freinant, on peut passer, ouais j'ai les larmes aux yeux, on peut passer à côté de notre vie en fait, si on ne résout pas ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est que on a des exigences personnelles et la perfection pour nous, c'est un standard. Pour nous, c'est un standard. Ça veut dire qu'on se met la barre haute, mais en fait, dans notre tête, elle n'est pas haute, c'est un standard. Imaginez la pression, imaginez le truc. C'est-à-dire que, je vais vous donner l'exemple de ma thèse. D'accord ? J'ai travaillé 10 ans au total sur mes projets de thèse. J'en avais plusieurs, j'en avais 3 au total. Donc, je travaillais 10 ans. Une personne normale parmi mes collègues, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à rédiger sa thèse dès sa première année de thèse. Dès sa première année de thèse, elle connaît déjà l'introduction de sa thèse. Elle peut déjà rédiger certains chapitres par rapport aux réactions qu'elle est en train de lancer, aux observations qu'elle fait, aux résultats qu'elle obtient. Pour moi, je ne peux pas rédiger la première année. Pour moi, je suis encore loin, je suis encore nulle, je suis encore un bébé thésarde. C'est impensable pour moi de commencer à rédiger ma thèse alors que je viens de commencer. Ça va être que imparfait, c'est pas possible. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait année après année, après année, après année? En fait, j'ai commencé à rédiger à la 10e année quand même. D'accord? C'est-à-dire que pendant que mes collègues, certains de mes collègues, parce qu'il y en avait quand même qui me ressemblaient, heureusement, je me sentais pas trop seule, mais pendant que certains de mes collègues avaient déjà rédigé leur thèse à la fin de leur année de thèse, donc ils n'avaient plus qu'à la présenter oralement, moi je commençais à peine avec mon introduction, mes résultats, mes observations, et quand vous avez fait 10 ans de travail et que vous devez revenir à ce que vous avez fait la première année, le temps que ça demande, l'énergie que ça demande, une horreur. Et du coup, j'ai procrastiné parce que j'étais persuadée que ça n'allait pas être parfait. Et du coup, au final, voilà, je l'ai écrite, mais j'en suis pas satisfaite. Elle fait 200 et quelques pages, mais j'en suis pas satisfaite. Ça pourrait être un bouquin super intéressant pour certains chercheurs en Chine, sûrement. Mais moi, ça m'a pas apporté de satisfaction. Bref, juste pour vous dire à quel point ça peut être dangereux de ne pas savoir comment fonctionne la procrastination dans votre tête et comment fonctionne une personne à haut potentiel. Okay? Et quand on se croit nul, on ne se pense pas à haut potentiel. D'accord? Et même quand on vous dit que vous êtes à haut potentiel, et je vais en parler plus tard, on n'y croit pas. On pense que les gens sont juste choux. Ils sont gentils, ils nous font des compliments. Parce qu'on n'a tellement pas eu de compliments avant que là, quand quelqu'un nous fait un compliment, on se dit il veut juste être gentil avec nous. Ouais? Donc ça, vous connaissez aussi. Je pense, acquiescer en commentaire ou mettez des petits cœurs, que je sache que vous êtes bien là. Si mes lives vous intéressent et vous impactent et que vous pensez qu'ils pourraient intéresser et impacter quelqu'un qui pourrait possiblement être à haut potentiel ou qui aurait des doutes sur son haut potentiel ou qui ne comprend pas son haut potentiel ou qui est dans le déni de son haut potentiel, franchement, coucou Meladiva! Franchement, partagez les lives. Alors, je le dis rarement, mais pour moi, ça va de soi. Un truc qui change ma vie, qui change votre vie, partagez-le. Ça peut aider les autres. En plus, 365 jours de contenu offert, de contenu gratuit. Je vous le donne comme s'il était payant. Donc, ça peut, si on peut en faire bénéficier quelqu'un, c'est juste génial. Ok, donc où est-ce que j'en étais? Donc la perfection, c'est un standard pour nous. On se met ce niveau d'exigence. Merci, ça y est, I can see bubbles. C'est cool, je vois les bubbles de Latifa. On se met un niveau d'exigence personnelle qui nous fout la pression, mais on se la fout personnellement. C'est juste la folie. Ok, donc le fait de se dire je ne peux pas rendre un travail comme ça, je ne peux pas rendre un travail bâclé comme ça, ça fait qu'on va rajouter des détails et des détails et des détails élaborés dans notre travail et on va tomber dans ce perfectionnisme extrême et ça va être la raison de ne pas rendre un truc imparfait. Perfectionnisme extrême va faire qu'on ne va pas rendre le truc parce que pour nous, il sera toujours imparfait. Donc, cette vivacité cérébrale, c'est le deuxième problème, justement. Sachant que le haut potentiel, les amis, réalise
les tâches, n'importe quelle tâche, un projet, un objectif, des tâches du quotidien, etc., un travail à rendre dans le domaine professionnel, personnel, peu importe, une personne à haut potentiel, surtout une femme à haut potentiel, va réaliser les tâches beaucoup plus vite que la norme, beaucoup plus rapidement. On le fait en général à la dernière minute. Donc, on est très efficace à la dernière minute. On est très efficace dans l'urgence. Et il faut se rendre compte que si on est efficace dans l'urgence, c'est aussi parce qu'il y a eu cette procrastination en amont. D'accord? Donc, il y a beaucoup de clientes qui me disent non, mais moi, quand je me mets à mon travail à la dernière minute, je suis super efficace, je vais vite, je le fais. Mais ça me stresse parce que je le fais à la dernière minute. En fait, oui, on fait les choses à la dernière minute, mais le cerveau était en germination, en fait. Il était en germination pendant des mois, des semaines, des jours, bref, peu importe, quel que soit votre projet. Mais le cerveau était en prep. Il était en préparation pendant tout ce temps. On n'a pas pondu un truc à la dernière minute. On l'a travaillé intérieurement, on l'a mentalisé, on l'a internalisé et on l'a pondu à la dernière minute dans le stress parce qu'on travaille vite en fait. Parce que voilà, il a été préparé. C'est juste ce passage à l'action purée qui est lourd de chez lourd. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'essaie de suivre une trame pour pas m'éparpiller parce que je suis comme vous. Donc, ce travail dans l'urgence, il est efficace. Tu as du mal à accepter. Oui, non, mais il faut pas accepter la dernière minute. Évidemment, il faut pas l'accepter, sauf vraiment si on n'a pas le choix. Donc, c'est déjà bien d'avoir cette roue de secours, de savoir qu'on est efficace à la dernière minute. Si on était obligé de faire les choses à la dernière minute, mais au babs, le stress, quoi. Le stress, ce qui est engendré par la procrastination en amont de la dernière minute, c'est le manque de confiance en soi. C'est-à-dire pendant tout ce temps vous avez procrastiné, vous vous trouviez nul en fait. Vous allez dire, purée, je suis nulle, j'ai encore rien foutu aujourd'hui. J'avais prévu de faire ça et puis j'ai encore rien fait aujourd'hui. Purée, j'ai encore procrastiné, j'ai pas été productive. Je me sens comme un loukoum, je bouge pas, j'ai même pas envie de sortir de mon lit alors que j'avais dit que j'allais faire ça et ça et ça et ça. La procrastination, elle a des conséquences sur qui vous êtes, sur comment vous vous sentez, sur votre langage interne, sur vos croyances et tout ça. Donc, ok, la dernière minute, c'est génial, on y arrive, mais avant ça, il y a eu des séquelles quand même. La procrastination, inconsciemment, nous a fait adopter un langage interne qui nous est toxique et qui nous est néfaste. C'est le travail en back-office. Ouais, voilà, c'est ça. En backstage. Ah là là. J'ai envie d'être organisée, mais apparemment, c'est pas pour moi. Nope. On va en parler. Il n'y a pas de c'est pour moi, c'est pas pour moi. Ton cerveau, il a une zone de l'organisation, de la logique, de la raison, du tri, etc. Tu peux pas dire c'est pas pour moi, tu as un cerveau. Donc, comme tu as un cerveau, tu as cette possibilité-là. Il faut juste la développer. Et justement, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas tomber dans ces clichés, il ne faut pas tomber dans ces croyances que je suis à haut potentiel, donc l'organisation, c'est pas pour moi, donc je suis condamnée à procrastiner, donc je suis hypersensible, donc je ne saurai jamais gérer mes émotions, donc je suis introvertie, donc je suis... On oublie ça. Et on redémarre à zéro, là. On fait un reset, on reprogramme notre tête, c'est n'importe quoi, quelle que soit l'étiquette qui vous a été collée jusqu'à présent. Si elle vous est toxique, sachez qu'elle n'est pas vraie. Je ne peux pas vous dire mieux. Si elle vous est bénéfique et qu'elle est fruitée, porteuse pour vous, eh ben, vous la gardez. Évidemment, vous la gardez, elle vous est ressource. Mais si vous avez une pensée toxique, ok, on enlève. Donc, la dévalorisation pendant la procrastination, on se dévalorise, du coup on a des doutes, du coup on se remet en question, blablabla, tout ça vous connaissez. Et du coup, j'en viens à un autre problème, c'est qu'on a des idées. C'est pas ça qui manque en fait. Vous êtes toutes créatives, d'accord? Si vous êtes aujourd'hui là, c'est que vous avez des idées, c'est que vous avez envie de contribuer, c'est que vous avez envie d'aider, c'est que vous avez envie de partager des connaissances, des prises de conscience, des résolutions de problèmes, etc., etc. Donc, les idées, c'est pas ça qui manque. La créativité, c'est pas ça qui manque. Mais
La personne à haut potentiel, elle va pas se contenter d'avoir des idées. Elle va se dire, mais purée, mais en fait, j'en ai trop, je sais pas par laquelle commencer. Donc, déjà ça. J'ai plein d'idées, mais je sais pas laquelle mettre en œuvre parce que choisir, c'est renoncer. Donc, j'ai pas envie de renoncer, donc je ne choisis pas. Je renonce à tout, je fais rien parce que la pauvre autre idée, elle va être jalouse, tu vois, parce que si je choisis celle-là, bah, l'autre, elle me fait de la peine et moi, j'ai pas envie de l'abandonner. Donc, un peu de blessure d'abandon aussi derrière tout ça, mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc, j'ai des idées, mais je ne sais pas par où commencer. J'ai plein d'idées, mais je ne sais pas laquelle choisir. On a l'impression qu'on peut faire plein de choses, mais au final, on ne fait rien. Ça, c'est frustrant. Parce que, les amis, j'étais là-dedans pendant des années, des années, des années, des années. J'ai essayé de créer comme j'ai pu. J'ai essayé de créer pour mes enfants. J'ai essayé de créer des activités. J'ai créé de mes mains des trucs. J'ai fait des choses pour eux. Mais j'avais aussi envie de les partager avec le monde. À l'époque, c'était l'éducation alternative avec d'autres mamans, avec des écoles, partager plein de choses avec d'autres instituts dans des écoles classiques et tout ça et tout ça. Et j'ai reculé parce que j'avais plein d'idées, mais je ne savais pas laquelle allait plaire, laquelle mettre en œuvre, laquelle allait intéresser. J'avais envie de créer ma chaîne YouTube en 2011. En 2011, j'avais envie de créer une chaîne YouTube, mais je pensais qu'il fallait un matériel extra sophistiqué, je pensais qu'il fallait avoir des topics à couvrir en amont, je pensais qu'il fallait déjà avoir une audience, je pensais qu'il fallait avoir une super extra bonne tête de youtubeuse, je pensais tout ça. Du coup, j'ai mis 8 ans à créer une chaîne YouTube qu'aujourd'hui, je vous ai dit, la purée, ça me chatouille. Quelle horreur. Sérieux, quelle horreur. Une chaîne YouTube que j'ai filmée la majeure partie du temps avec un téléphone qui avait l'écran cassé. J'avais même pas de trépied, je tenais comme ça, tac, tac. Bref, c'est juste pour vous dire à quel point on peut rester bloqué à cause de croyances complètement bidonnes. Complètement bidonnes. Donc, au travail, si vous avez cette peur, par exemple, de vous faire virer parce que vous procrastinez, hein, parce que si votre patron, la classe de ne pas avoir de patron, by the way, génial, la liberté, la libération totale. Mais si votre patron attend un travail à une telle date et que lui, il va vous demander votre avancement. Vous en êtes où par rapport à nanana? Vous en êtes où par rapport au sujet qu'on avait abordé? Et vous en êtes nulle part. Parce que votre travail, vous allez le faire la veille. Il va être extraordinaire le lendemain. Mais quel stress, parce que nous, il vous demande un avancement quand même. Il veut savoir où vous en êtes. Et vous n'avez rien à dire et vous allez commencer à stresser. Et puis lui, il va croire que vous ne travaillez pas. Alors que vous, en fait, vous travaillez très bien, mais juste avec une deadline extra urgente, etc., etc. Et vous commencez à cogiter et à vous dire, purée, je risque de perdre mon travail. Je vais faire partie de la prochaine charrette, de la prochaine vague, c'est sûr. Du coup, votre patron vous rencontre dans le couloir, vous dites bonjour. Lui, il ne vous a pas entendu, mais vous, vous interprétez qu'il ne vous a pas répondu parce que vous êtes nul et vous faites du mauvais travail, etc., etc. Bam, syndrome de l'imposteur que j'ai très bien connu aussi. Génialissime le truc, génialissime. Syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est que vous avez cette barre très très haute, d'accord? Donc pour vous, vous avez un standard de perfection qui est très élevé. Et à chaque fois que vous rendez un travail, ben pour vous, il n'est pas parfait. Forcément, comme la perfection n'existe pas, mais que vous la visez toujours, ben vous ne l'atteindrez jamais. Donc, dans votre tête, votre travail est pourri. Mais comme je vous l'ai dit auparavant, votre standard de perfection, c'est-à-dire que même si vous êtes en dessous de votre standard et que vous rendez juste un travail normal, en fait, c'est déjà très très bien pour les autres. Du coup, les autres qui reçoivent votre travail, ils vont vous faire des compliments. Ah, on est trop content de vous avoir ici. Bah, ça m'est arrivé à la fac. Aux États-Unis. Ah, on est trop content de t'avoir ici, c'est trop bien, blablabla. Ah, c'est bien, c'est génial ce travail. Ah, tu devrais le présenter là. Et moi, qu'est-ce que je me disais? Je me disais pas que j'étais géniale ou j'avais fourni un travail extraordinaire. Je me disais, mais les Américains, ils sont trop gentils, puis ils sont accueillants, et puis ils me complimentent juste pour me faire me sentir bien chez eux et juste pour me faire plaisir. Vous voyez? Et ça cogite. Syndrome de l'imposteur, c'est ça. C'est-à-dire que même quand on vous dit que votre travail est bien, vous avez l'impression que vous n'êtes pas à votre place et qu'on va se rendre compte que ce que vous faites, c'est nul. Qu'on va se rendre compte que vous êtes nul. Et qu'on va se rendre compte que
qu'ils ont fait un mauvais choix en fait, en vous acceptant vous, et qui vont vous démasquer en gros. Vous voyez? Mais c'est horrible. Je sais pas les amis si vous avez déjà vécu ça, mais avec le recul, je me dis, mais waouh, mais j'ai supporté des trucs de fou. C'est-à-dire que j'avais ce faux self, j'avais ce masque, j'avais cette impression de toujours déranger, cette impression que c'était toujours nul, qu'on allait me réprimander, qu'on allait se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Vous voyez? Et ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Pourquoi? Parce qu'on pense que ce qu'on rend, c'est terrible. C'est terrible la pression qu'on se met, Sylvie. Terrible. C'est terrible. J'en reviens même pas et je retournerai jamais dans un délire comme ça. Petite repousse. Hello. Hello, guys. Elle me saoule. Anyways. Donc, vaut mieux en rire, hein, quand même. Vaut mieux en rire. 21h42, c'est cool, on se lâche. Alors, syndrome de l'imposteur. En plus de ça, les personnes à haut potentiel, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont une énergie en dents de scie. Un jour, pam, un jour, bam, un jour, bam, un jour, bam, un jour, trop happy, un jour, what am I doing here? Vous voyez? Donc, cette énergie en dents de scie, vous fait vous sentir mal dans la procrastination. Donc moi, j'ai eu des clientes qui me disaient « Purée, mais je peux être dans une énergie de fou et extra productive pendant 3 jours et le reste du temps, je fous rien. » Mais en fait, comprenez bien que votre niveau de productivité, en fait, il a une limite si vous voulez. Il a une limite. Il n'est pas illimité. C'est-à-dire, même si on vous disait « Tu sais quoi, toi... t'as plus besoin de manger, t'as plus besoin de dormir, vas-y, sois productive H24. » On pourrait pas. On a une limite à notre niveau de productivité. C'est-à-dire que vous avez un réservoir, soit vous allez le vider en 3 jours, soit vous allez le vider sur 7 jours, mais quand il est vide, vous voyez? Donc, c'est une illusion de croire que si vous aviez 24 heures de plus dans la journée, vous travaillerez plus. C'est une illusion. Et aujourd'hui, vous savez que c'est pas la quantité de temps que vous mettez sur un travail qui est importante, c'est comment vous faites ce travail. Donc là, il y a encore d'autres sujets à aborder, la loi de Pareto, l'organisation, les techniques d'organisation, dont je vais vous parler aujourd'hui, puisque je veux quand même que vous repartiez avec un petit quelque chose qui puisse vous aider. Donc là, c'est un peu un coaching quand même. Donc, pour un haut potentiel, c'est normal de procrastiner. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est-à-dire que notre cerveau... il fonctionne comme ça. Mais c'est pas parce que quand on est à haut potentiel, la procrastination est normale, c'est pas pour autant que ça veut dire qu'on peut pas changer nos habitudes. C'est pas pour autant que ça veut dire qu'on peut pas reprendre le contrôle de notre cerveau. Ok, on a un fonctionnement du cerveau, mais on peut choisir comment on veut qu'il fonctionne dorénavant. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai que ça, c'est très dur à assimiler par les personnes à haut potentiel, parce qu'elles vont me dire, mais Mounia, notre cerveau fonctionne comme ça, on ne peut pas le changer. Mais en fait, si, parce qu'une grosse partie de votre cerveau et de votre fonctionnement, elle est inconsciente. Et si vous arrivez à aller manipuler, j'aime pas trop ce mot, mais voilà, jouer, changer, switcher, tuner une partie de cette partie inconsciente, mais là, vous changez des trucs de dingue. C'est-à-dire, aujourd'hui, ok, on vous a dit que vous étiez hypersensible. Mais vous n'êtes pas obligé de le rester. Si vous apprenez à gérer vos émotions, vous ne serez plus dans cette hypersensibilité exacerbée. D'accord? Si on vous a dit que vous étiez timide, mais vous n'êtes pas obligé de le rester. Ok, vous l'avez été, mais vous n'êtes pas obligé de le rester. Parce que maintenant, vous savez exactement qu'est-ce qu'il faut croire dans votre tête pour générer un nouveau comportement. Et les habitudes, ça se change en maximum 3 mois. Les 21 jours, c'est une légende. Mais 3 mois. Il faut 3 mois pour un cerveau, pour passer d'une mauvaise habitude, la libérer de l'espace, installer une bonne habitude et y croire et que ça devienne fluide et naturel et fun pour votre esprit inconscient. Donc, ok, la procrastination est normale, mais vous pouvez la faire jouer en votre faveur en fait. Ça peut devenir une procrastination proactive. Donc, le problème, c'est qu'aussi à l'école, donc ça va vous servir à comprendre ce qui se passe pour vos enfants, et vous l'avez vécu sûrement, en tout cas moi, complètement, c'est qu'à l'école, on nous traite en fait comme des moutons, et nous, on agit comme des moutons. C'est-à-dire, je suis à l'école, mais en fait, j'intègre pas vraiment ce que j'apprends, je vise le 10/20 juste pour passer au niveau supérieur.
Enfin voilà, il y a des personnes à haut potentiel qui avaient de grandes facilités à l'école. C'est pas vraiment une référence, tout ça. Ça veut rien dire. Il y a des personnes à haut potentiel qui ont des lacunes à l'école. Donc ça dépend. Mais moi, je faisais partie de la moyenne en fait. Je faisais partie de la moyenne. Déjà, si j'aimais pas le prof, je bossais pas. Même si j'aimais la matière, j'aime pas le prof, je bosse pas. Si j'avais une prof remplaçante qui était moins gentille ou moins compétente ou moins belle ou moins attirante énergétiquement parlant que ma prof officielle, ben j'aimais pas, je l'aimais pas, je travaillais pas. Voilà. Même si c'était une matière que j'aimais, moi j'aimais beaucoup les langues, j'aimais les sciences, j'aimais le sport énormément. Mais si j'avais une prof que eh ben, je travaillais pas, je faisais pas. Donc ça veut encore rien dire. Mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'à l'école, malheureusement, on ne nous apprend pas à être productif. On ne nous apprend pas à passer à l'action. Je sais pas si vous avez eu dans vos bulletins du n'a pas fait assez d'efforts. Hein, ça me frustrait ça. Qu'est-ce que t'en sais que j'ai pas fait assez d'efforts? T'étais pas avec moi à la maison quand je travaillais, quand j'ai essayé de comprendre ton cours là. Qu'est-ce que t'en sais que j'ai pas fait assez d'efforts? Et quand tu me poses un examen qui n'a rien à voir avec le cours, où il y a un exo qui est noté sur 10 points qui n'a rien à voir avec le cours, juste pour me piéger, ou quand tu me chronomètres sur un truc, et moi, j'aime pas être chronométrée, ou quand tu me mets en compétition avec les autres parce que tu compares mes notes aux autres, etc., etc. Et moi, j'aime pas ça. Mais tu peux pas juger, en fait, mon travail, tu peux pas juger mes compétences, tu peux pas juger mes capacités. Et ça, c'est très stressant pour une personne à haut potentiel. Autant on aime bien l'urgence, mais autant on n'aime pas être en compétition, on n'aime pas écraser les autres sur notre passage, on n'aime même pas s'autoriser à avoir des bonnes notes si tout le monde a des mauvaises notes. Bref, il y a plein de trucs bizarres qui se passent dans la tête. Mais on ne nous apprend pas à ne pas procrastiner justement. On ne nous apprend pas à nous mettre à l'action, à nous mettre au travail de manière continue et régulière. On ne nous apprend pas ça. Donc on vise juste la moyenne. Donc, globalement, il y a deux solutions pour vous aujourd'hui. Soit, et je sais que vous ne choisirez jamais la première, je le sais, je vous connais. Donc, soit vous êtes une procrastinatrice professionnelle et vous vous dites justement, Latifa, vous vous dites, voilà, moi je suis comme ça, je suis à haut potentiel, donc ça, je peux rien y faire. Ça a toujours été comme ça, je suis toujours indécis, j'ai toujours peur de prendre des décisions, donc j'en prendrai jamais, je vais jamais au bout de mes projets parce que j'ai peur de faire le mauvais choix, etc. Je suis toujours dans le doute, j'arriverai pas à finir. De toute façon, la procrastination, j'ai toujours connu ça et c'est comme ça. On sait que les personnes à haut potentiel fonctionnent comme ça, donc je suis condamnée à être comme ça. Ça, c'est votre première solution et là, vous êtes dans le statut de victime. Soit, vous choisissez la deuxième solution en vous disant, bah, tu sais quoi, effectivement, j'ai toujours fonctionné comme ça jusqu'à présent. Et effectivement, les personnes à haut potentiel fonctionnent comme ça et j'en fais partie. Donc, bon, déjà, c'est cool, je suis dans la norme des séquelles du haut potentiel. Ok, mais c'est quoi? Dorénavant, je vais trouver des solutions d'adaptation. Je vais trouver des solutions d'adaptation dans mon comportement. À moi, je suis responsable de comment je veux ressentir les choses, comment je veux vivre les choses, comment je veux réagir face à ça. Parce que clairement, si la procrastination vous bouffe là, si elle vous pourrit la vie, c'est à vous de changer votre comportement par rapport à ça. Vous êtes responsable. Mais c'est bien de savoir que c'est possible. C'est bien de savoir que c'est vous qui avez le contrôle et que c'est pas les circonstances extérieures. Vous n'êtes pas esclave des circonstances extérieures. Donc c'est bien là, c'est votre puissance intérieure, ok ? Donc, trouver des solutions d'adaptation pour sortir de la procrastination ou alors, comme on va le voir, l'utiliser de manière intelligente. Donc, les amis, désolée de vous décevoir, mais il y a besoin d'une méthode pour ça. D'accord? Je sais que nous, on n'aime pas les stratégies, tout le mot stratégie, là, on n'aime pas. On n'aime pas organisation, on ne supporte pas ça. On ne supporte pas méthode, ça nous met la pression, tout ça. Mais on a besoin de méthode pour sortir ou pour utiliser la procrastination à notre avantage. Finalement, j'ai pas trop suivi le truc. Vous voyez, je m'éparpille aussi encore pas mal. Donc, je crois que j'ai appuyé sur play sur mon ordi, donc vous allez entendre de la musique, je l'enlève. Voilà, donc le vrai problème, c'est quoi? Au fond, c'est quoi? Et ça en revient à une caractéristique des personnes à haut potentiel que j'aime énormément, mais qui est vachement détestée
à l'école, par les instituts et tout ça. C'est le vrai problème, c'est la représentation de notre monde intérieur versus la réalité du monde extérieur. La représentation, c'est quoi? C'est-à-dire que nous, à l'intérieur de notre tête, on est un peu dans un monde de bisounours, vous voyez? On voit les choses en grand, on a de grandes visions, on a de grandes idées, on se voit accomplir de grands projets, on se voit faire plein de choses, on voit un monde où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde s'entraide, il y a du partage, il y a de la générosité, ça me donne la chair de poule. Donc il y a tout ça, vous voyez, on a un super idéal intérieur. Donc dans notre tête, tout est exhaustif, tout est idéal, c'est complet, c'est bien, c'est créatif, il y a plein de choses, c'est génial, tac, tac, tac. Et la réalité est tout autre, d'accord? La réalité est tout autre. Donc le vrai problème par rapport à la procrastination, c'est quoi? C'est cette déformation spatio-temporelle. Cette déformation spatio-temporelle. À l'intérieur, c'est riche, c'est qualitatif, c'est aussi quantitatif, c'est exhaustif, c'est idéalisé, c'est un rêve duquel on n'a pas envie de sortir. C'est notre petit monde à nous où on n'a pas besoin d'avoir un faux self, on n'a pas besoin d'être dans une carapace, on n'a pas besoin de porter de masque, on est dans une zone de confort, on est dans notre zone de confort à l'intérieur qui est hyper agréable. Le problème, c'est que le monde extérieur, donc la réalité, c'est tout autre, c'est l'opposé, c'est le passage à l'action, c'est la compétition, c'est la performance, c'est le résultat. Il y a très peu de qualité d'ailleurs, voire même que de la médiocrité, d'accord? Et le monde extérieur est très individuel, alors que nous, à l'intérieur, on est très collectif, on est dans l'interdépendance, dans l'entraide, dans tout ça. Et le monde extérieur est individuel. Donc au final, on se sent mieux à l'intérieur. On se sent mieux à l'intérieur. Alors vers quoi on va? Attention à un amalgame, et j'en ai parlé tout à l'heure. Attention à l'amalgame entre le temps de gestation, justement, et le temps de passage à l'action. Le temps de gestation, vous l'avez, les amis. Les personnes à haut potentiel l'ont, ce temps de gestation. Pendant tout le temps que vous procrastinez, vous êtes en gestation. Votre cerveau est en gestation. Vos projets, vos rêves et tout ça, vos objectifs sont en gestation. Donc, la recherche d'informations, la méditation, la réflexion, tout ça, c'est de la gestation. Ça, vous le faites inconsciemment pendant tout le temps que vous procrastinez. Malheureusement, ça, c'est un peu annulé par cette procrastination et les sentiments qui y sont reliés et toutes ces séquelles-là. Mais le temps de passage à l'action, ça, c'est une source de procrastination. C'est là qu'on procrastine, c'est quand il faut passer à l'action. C'est ça qu'on procrastine. C'est pas notre projet qu'on procrastine. C'est pas la mise en place du projet qu'on procrastine. C'est juste la concrétisation, c'est-à-dire sortir de l'intérieur vers l'extérieur. Sortir de notre monde intérieur et rentrer dans ce monde extérieur où il faut passer à l'action, il faut faire, il faut se confronter à la réalité. Donc, à force de passer la barre trop haute, on se dit, justement, à force de se placer la barre trop haute à l'intérieur, en visionnant, en visualisant plein de belles choses, quand on en arrive à la réalité, ça nous paraît grand, ça nous paraît trop gros. Vous voyez, on se dit, mais purée, mais comment je vais faire ça? Et puis par quoi je vais commencer? Et puis c'est trop, et puis j'avais pas vu ça comme ça, mais j'y arriverai jamais, il y a trop de choses à faire, etc., etc., etc. Parce que la réalité ne ressemble pas à ce qu'on a visualisé à l'intérieur. Est-ce que ça vous parle, les amis? Est-ce que ça vous parle, les filles, tout ça? Est-ce que vous ressentez ce que je suis en train de dire? Est-ce que ça vous déclenche à l'intérieur? Est-ce que vous vivez ça? Dites-moi un peu. Donc, ok, je sais pas qui a liké tout de suite pour me dire. Oui, Bouchra, c'est cool, Sylvie, c'est vrai, ouais. D'accord, donc voilà. Moi, j'avais pas trop conscientisé cette histoire d'intérieur-extérieur. Je l'avais pas conscientisé. Maintenant que j'en parle, en fait, quand j'en ai pris conscience, là, je me suis dit, ah ouais, mais ouais, en fait, c'est exactement ça. Je construisais dans ma tête, mais quand je suis confrontée à la réalité, je vois que non, c'est pas pareil. Et du coup, ça me bloque et du coup, je fais pas. Yes, Latifa, oui, Priska, super. Bon, je continue. La solution, c'est de passer
à la procrastination active, en fait. Et je vais vous dire c'est quoi, parce que nous, on est, comme je vous l'ai dit, performants sous pression, de façon générale. Donc, il y a deux piliers, je pense. Deux piliers. Je dirais deux piliers. Il y a le travail sur votre rapport à l'erreur, d'accord? Et il y a les stratégies organisationnelles, d'accord? À un moment donné, il faut se poser et s'organiser, ok? Mais il y a le travail sur le rapport à l'erreur. C'est-à-dire que vous devez absolument vous décomplexer par rapport à l'erreur. Je vous avais déjà dit qu'on a des neurones de l'erreur. C'est-à-dire que notre cerveau a besoin d'erreurs, a besoin de faire des erreurs parce que il y a des neurones de l'erreur, il y a des neurones capables de corriger l'erreur. On a besoin de ça. Donc, c'est important de décomplexer par rapport à ça et de le voir vraiment comme un truc qui va vous être bénéfique. D'accord? Comme une leçon de vie, en fait. L'erreur, c'est une leçon de vie. Donc, travaillez sur ça, sur le rapport à l'erreur et dites-vous. Alors, ça peut être un mantra, ça peut être une croyance ressource que vous vous installez dans votre tête, soit par les techniques neuroscientifiques que je vous apprends, soit par la répétition, soit comme vous voulez, si vous avez d'autres choses que vous aimez faire. Mais ça, c'est quelque chose à vous dire. Fait, F-A-I-T, vaut mieux que parfait. Quelque chose de fait vaut mieux que quelque chose de parfait. Pourquoi? Parce que quelque chose de fait, même si imparfait, il existe le truc. Si vous avez un travail à rendre, même s'il est imparfait, vous l'avez rendu. Si vous avez un live à faire, même s'il est imparfait, tous mes lives sont imparfaits. Je vous le dis que si j'étais encore dans ma croyance qu'il fallait que ce soit parfait, je vous promets que vous n'aurez vu aucun live de moi. Mais jamais de la vie. Je me dirais, ah, mais le background là, il est naze. Ah, purée, ce qu'on voit. Ah, purée, mes cheveux là. Ah, purée, mon trou là dans la tête. Ah, purée, mon t-shirt. Mes yeux, je suis fatiguée. Mon téléphone, non, ça va pas, on voit pas bien. Il y a qu'une seule caméra. L'image, ma voix, si, ça. Non, mais on s'en sort plus. Et on s'éloigne de notre mission de vie. Donc, un travail fait vaut mieux qu'un travail imparfait. Au moins, c'est fait, ça existe. Et au moins, comme ça existe, s'il y a des erreurs dedans, des axes d'amélioration, d'accord? Eh ben, au moins, vous pouvez les voir et vous pouvez avoir du feedback. Ça me chatouille. Bah ouais, il est là. Je l'ai chopé. Vous le voyez là? Anyways, vous devez me prendre pour une tarée, mais ouais, c'est moi. Bienvenue dans mon monde. Alors, ça existe et au moins, vous pouvez travailler sur les imperfections et les améliorer. Pas les rendre parfaites, mais maximiser votre satisfaction. Ensuite, un truc parfait n'existe pas, d'accord? Donc, ça n'existera jamais dans le monde physique. Si vous attendez à faire un live que quand il est parfait, vous n'en ferez pas. Ça ne sera jamais parfait pour vous. Dites-vous ça. Mais acceptez l'idée que même un truc qui, pour vous, est imparfait, est déjà parfait pour pas mal de monde, en fait. Est déjà parfait pour pas mal de monde. C'est vous qui avez placé la barre beaucoup trop haute. Mais, j'ai envie de dire, avec un langage un peu abusif, c'est que notre médiocre à nous est déjà très qualitatif. Mais attention, il est qualitatif pour la plupart des gens, mais attention, on ne tombe pas dans la médiocrité. D'accord? On ne tombe pas dans la médiocrité. Donc, en faisant ça, en vous libérant de ce sentiment d'imperfection, vous êtes libéré. C'est la libération, c'est la libération totale, c'est le soulagement. Et vous allez voir que votre volume de travail et votre productivité vont augmenter. C'est-à-dire, depuis que je fournis et je livre et je délivre des choses sans avoir peur de l'imperfection, je livre une tonne de choses. Je suis super productive, j'avance. Je ne stagne pas, j'avance. Ça avance tout le temps. Donc, on ne tombe pas dans la médiocrité, mais on se détache de la peur de l'imperfection. C'est elle qui nous fait procrastiner, entre autres, d'accord? Deuxième point, stratégie organisationnelle. Donc, pour avoir du temps, il faut que vous ayez une organisation simple et fluide qui est sans contrainte, d'accord? Donc, les livres, comment il s'appelait déjà? J'ai pas mis son prénom. Je crois que c'était David Allen. Vous me direz si vous l'avez lu, ce bouquin. C'est Getting Things Done. Donc, finaliser les choses, faire les choses.
avoir les choses faites. Voilà, en gros, c'est ça. Je crois dans son livre, le titre, c'est Getting Things Done. Il fait des listes, il vous dit de faire des listes et des to-do listes et bam, bam, tac. Ces trucs-là, c'est pas efficace. Pourquoi? Parce que c'est trop contraignant. Vous voyez, c'est vraiment... je vous donne l'exemple des régimes. Un régime alimentaire, c'est trop contraignant. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. D'ailleurs, en janvier, on lance psycho-neuronutrition, pardon. J'ai oublié le nom de mon programme. Psycho-neuronutrition, c'est quoi? C'est pas un régime. Vous voulez retrouver un poids de forme, vous voulez donc, en d'autres termes, perdre du poids. Mais c'est pas un régime. C'est juste comment changer ses habitudes, mais pas forcément ce que vous avez dans votre assiette, c'est comment vous mangez ce que vous mettez dans votre assiette, en fait. C'est juste ça. Et c'est par les neurosciences, évidemment, et c'est pas contraignant, et c'est fun, et c'est un plaisir, et il y a du résultat, et vous avez envie de faire les choses. Mais si c'est contraignant, vous n'avez pas envie de le faire. D'accord? Donc quand vous voulez vous mettre dans une tâche qui déjà ne vous plaît pas, comme l'organisation, comme le passage à l'action, il faut que ce soit fun, il ne faut pas que ce soit contraignant. Donc, qu'est-ce qui est important là-dedans? C'est le pouvoir des habitudes. Le pouvoir des habitudes. Le pouvoir des habitudes, c'est super, super important. Changer les habitudes pour créer du temps, pour générer du temps. C'est super important. Donc, pour finir, je vais vous donner 3 lois principales. C'est la première fois que je donne des choses comme ça, où je prends le temps, enfin, où j'essaye de vous donner des trucs qui vous permettent de passer à l'action tout de suite, en fait, qui vous permettent déjà d'ouvrir votre champ des possibles. Mais il y a 3 lois principales qui vous permettent de vous organiser. Vous pouvez les prendre en note ou vous pouvez regarder le replay. La loi numéro 1, c'est la loi de Parkinson, d'accord? La loi de Parkinson, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que le temps se dilate. C'est la loi de dilatation du temps. C'est-à-dire que, en gros, tout travail tend à se dilater pour remplir tout le temps disponible à son achèvement. Tout travail tend à se dilater pour remplir tout le temps disponible à son achèvement. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si dans votre tête, vous vous donnez 1 mois pour faire un truc, je vous assure que vous allez prendre tout le mois pour faire le truc. Rappelez-vous, vous êtes dans l'urgence. Vous travaillez efficacement dans l'urgence. Donc quand on vous donne 1 mois ou 1 an ou 1 heure, vous allez faire le truc à la dernière minute. La loi de dilatation du temps. Si je vous donne 1 semaine pour rendre un travail, vous allez prendre 1 semaine pour rendre le travail. Vrai ou faux? Donc, c'est quoi la solution, les amis? C'est de se fixer des deadlines courtes, mais raisonnables, d'accord? Atteignables, où vous êtes sûr que vous allez atteindre votre objectif, mais que ce soit raisonnable. Vous vous fixez cette deadline et vous travaillez sur votre truc. Le truc que vous allez faire en 1 mois, si vous pensez, si ça sonne bien, qu'en 1 semaine il est bouclé, faites-le en 1 semaine. Mais fixez-vous cette deadline et engagez-vous vis-à-vis de vous-même pour vous fixer cette deadline. Il faut faire aussi des points réguliers sur comment vous avancez. Quand je travaille avec mes clientes, on travaille ça en profondeur parce que c'est super important. Mes clientes n'atteindront pas leurs objectifs si on ne fait pas un plan d'action, si on ne sait pas exactement d'où elles viennent, où est-ce qu'elles vont, si on ne sait pas exactement ce qui va les empêcher d'atteindre leurs objectifs en chemin. Il faut anticiper ça. C'est quoi leur plan B, leur plan C? Si on n'a pas de plan d'action comme ça, où on peut mesurer l'avancement, je leur dis toujours, comment on va savoir que tu avances? Comment on va savoir que tu te rapproches de ton objectif? Comment on va savoir que ton objectif est atteint? Si c'est une question de je veux plus de confiance en moi, ouais, mais comment on va mesurer ça en fait? Vous voyez? Donc, la deadline, mais en même temps, on fait un follow-up sur l'avancement de façon régulière. Et cette loi-là, la loi de Parkinson, la loi de dilatation du temps, elle se vérifie à chaque fois. Rappelez-vous la dernière fois que vous aviez une deadline et dites-moi combien de temps ça vous a pris. Est-ce que vous avez fait le truc bien avant la deadline ou est-ce que vous êtes arrivé à la fin, 2 jours avant, en panique à rendre votre truc, d'accord? Même si c'est une formation que vous avez créée, si c'est une masterclass que vous avez créée, si c'est un programme que vous avez mis en place, si c'est un live que vous deviez faire, un sujet dont vous vouliez parler. Est-ce que vous avez des deadlines déjà? Et si vous les avez, combien de temps ça vous prend sur la deadline?
Deuxième loi, la loi de Carlson. La loi de Carlson, c'est la loi des séquences homogènes. Donc en fait là, ce qu'elle vous dit, cette loi, c'est qu'il vaut mieux travailler en continu plutôt que de faire des fractionnés. D'accord? Il vaut mieux travailler en continu sur une tâche plutôt que de faire des fractionnés. Pourquoi? Parce que le travail en continu va vous demander beaucoup moins de temps et va vous demander beaucoup moins d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. Les interruptions sont toujours mauvaises pour la productivité. Supposons que vous avez plein de mails à lire et auxquels vous devez répondre. Si vous vous levez et puis que vous en faisiez 3 le matin à 9 heures et puis vous revenez dessus à 11 heures et puis vous revenez sur vos emails à 13 heures et puis un peu le soir, etc. Et puis ça va vous prendre beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'énergie. Pourquoi? Parce que le temps de mise en route dans une tâche pour un haut potentiel, il est énorme en fait. L'énergie que ça nous coûte pour rentrer dans la tâche, pour être focus, pour se concentrer à fond sur une tâche, il est énorme. Spécialement si on a des troubles de l'attention, d'hyperactivité en plus, etc. Tout ce joli monde-là. Ça va être très difficile. C'est parce qu'on a tendance à se distraire et on a tendance à se disperser et on a tendance à trop penser. Du coup, si à chaque fois qu'on doit se mettre dans une tâche, on doit mettre du temps et mettre de l'énergie, ça va être très coûteux physiquement pour nous et intellectuellement et émotionnellement. Donc, on est un peu des diesels, quoi. On a besoin d'énergie, on veut pas faire le truc, on se laisse emporter par les excuses et on a du mal à rentrer dedans. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut minimiser ce temps de passage à l'action. Sinon, on ne va pas commencer. On veut minimiser ça. Et ça s'appelle le batch tasking. Un peu comme le batch cooking. Mais le batch tasking, c'est quoi? C'est faire une tâche en continu. Un lot. Voilà, un lot. Je vais prendre 30 minutes pour ne répondre qu'à mes emails et rien d'autre. Je vais prendre 1 heure pour ne faire que de la cuisine et rien d'autre, etc. Donc, vous minimisez le temps de mise en route. La troisième loi, c'était la loi du compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, décollage. Ça s'appelle aussi la loi du compte à rebours de la fusée. Donc, c'est un peu un planning inversé. C'est-à-dire, cette loi-là, elle est super utile pour savoir par quoi commencer. Si vous avez trop de choses à faire et vous ne savez pas par quoi commencer, cette loi, elle est utile pour ça parce qu'elle vous permet d'avancer vers votre objectif dès demain, en fait. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire de la planification. Et vous allez vous demander quand est-ce que je vais mettre en place mes objectifs. Par exemple, si vous avez un projet pour dans un an. C'est-à-dire là, on est en novembre et moi, je me dis, en juillet, je vais grimper l'Everest. Si vous avez ce projet-là, si vous ne mettez pas cette deadline, si vous ne respectez pas la loi de Carlson, la loi de Parkinson et tout ça, vous allez procrastiner le projet. Vous allez arriver au mois de juin et vous dire, purée, j'ai rien fait, j'avais prévu de faire ça et puis ça m'épanouit et puis c'est un truc qui me tient à cœur et il est sur ma to-do list et j'ai trop envie de le faire depuis trop longtemps et c'est génial et j'ai rien fait. J'ai rien fait pour le prévoir, j'ai rien fait pour l'organiser, je m'y suis pas préparée. Mais si vous réfléchissez, ok, dans 12 mois, j'ai cet objectif-là, par exemple. Dans 12 mois, j'ai cet objectif. Qu'est-ce qu'il faut avoir dans 12 mois? Il faut avoir une excellente condition physique, d'accord? Il faut avoir un certain budget. Il faut, si vous avez prévu de le faire avec un guide, normalement oui, il faut savoir quel guide choisir. Il faut organiser le voyage, il faut savoir où vous allez vous loger pendant tout ce temps, comment vous allez faire, qu'est-ce qui va se passer, etc. D'accord? Dans 12 mois, vous aurez tout ça à faire. Mais en tant que haut potentiel, on réfléchit déjà à dans 12 mois. On se dit, mais waouh, mais c'est un projet de fou, en fait, j'y arriverai jamais. Il y a trop de choses à faire. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut décomposer le truc. Il faut décomposer. Ok, dans 12 mois, il faut que j'arrive à faire 4 heures de marche par jour minimum pour être en excellente condition physique. Ok, mais dans 6 mois, compte à rebours. Dans 6 mois, qu'est-ce qu'il me faudrait? Il faudrait peut-être que je fasse au moins 2 heures de marche par jour.
Et puis, dans 3 mois, qu'est-ce qu'il me faut? Bah, peut-être qu'il faut que déjà je me mette à 1 heure de marche par jour ou à 1 heure de marche chaque 2 jours. Dans un mois, qu'est-ce qu'il me faut? Bah, dans un mois, ça serait bien que je sois à 30 minutes de marche par jour, mais ça serait aussi bien que je commence déjà à me renseigner sur les guides qu'il y a dans le coin. Dans une semaine, qu'est-ce que je peux déjà faire? Bah, je peux déjà commencer à marcher en fait. Juste à marcher. Je peux déjà commencer à être au contact avec la nature. Je peux déjà commencer à prendre de nouvelles bonnes habitudes qui me permettront de faire un petit pas chaque jour vers l'atteinte de mon objectif. Est-ce que ça c'est clair les filles? Est-ce que c'est clair? On décompose les grands objectifs en petits objectifs parce que l'idée c'est que votre cervelet soit tout le temps en mouvement. Quand le cervelet est tout le temps en mouvement, vous aurez vaincu la procrastination. Parce que la procrastination, c'est quand le cervelet s'arrête de bouger en fait. Mais si le cervelet est tout le temps en mouvement, même en faisant des tout petits pas, toutes petites actions, bah en fait, vous ne serez jamais dans la procrastination parce que vous sentirez toujours que vous êtes en train d'avancer. Et si vous regroupez ça avec la loi du compte à rebours, la loi de Carlson, la loi de Parkinson, mais vous avez un cocktail explosif là, et qui est anti-procrastination. Découper l'éléphant, ouais, c'est ça, bam, la tête, les jambes, la trompe, tout, tac, 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 tac. On décompose parce que nous, on a tendance à déjà voir le résultat atteint. Rappelez-vous, on est dans notre monde intérieur. Dans notre monde intérieur, on a déjà fait les choses. On a déjà atteint nos objectifs. Et après, on se dit, mais purée, il y a un chemin en fait. Il y a encore le chemin à faire. Et ça, je le vois pour moi, je le vois avec mon fils, là, Nafis. Je le vois. C'est pareil. C'est quoi les remarques qu'il a de ses professeurs, enfin de ses maîtresses? C'est quoi les remarques qu'il a de ses coachs sportifs? Les remarques qui reviennent tout le temps, c'est il veut le résultat, mais sans suivre les consignes. Il veut les résultats, mais sans faire les actions qui lui permettent d'atteindre ce résultat. Il veut le résultat, mais sans remplacer les mauvaises habitudes. Ok, t'es au tennis. Ton maintien de raquette là pour faire ton revers, il est pas bon. T'as appris à faire ton revers à l'arrache. Il est pas bon, il faut le changer. Lui, il a pas envie de le changer. Il veut continuer à faire son revers à l'arrache, mais quand même avoir le résultat qui va le mener à Roland-Garros. Mais c'est pas possible. À l'école, c'est pareil. Il écoute pas les consignes, mais il veut déjà faire le truc. Il pense l'avoir compris. Et ça peut pas le faire, ça. Ça peut pas le faire. Il faut vraiment réaliser qu'il y a un chemin et qu'il y a des stratégies et qu'il y a des méthodes et qu'il y a des directives et qu'il y a des directions spécifiques à prendre pour y arriver. Donc, quand l'objectif nous paraît trop grand, on se ressaisit, on redescend tout de suite sur terre et on se dit, bah oui, je vais le décomposer en fait. Voilà, je vais créer une formation en ligne. Quelle est la première étape? Bah déjà, choisir le sujet. Déjà voir sur quelle plateforme je vais la créer, quelle audience j'ai envie qu'elle impacte, c'est quoi mon message, quelle est mon intention, etc. Il y a plein de petits trucs sur le chemin et ça s'appelle quand même le plan d'action parce qu'on veut s'assurer que sur le chemin, votre objectif il est smart. D'accord? Qu'il est spécifique et qu'il est mesurable et qu'il est atteignable et qu'il est fun et qu'il est écologique pour vous et pour tous ceux qui sont impactés. Donc, la nouvelle habitude, c'est celle qui va vous faire prendre la première action. D'accord? Donc, chaque jour, un petit pas. Et l'atteinte de l'objectif, c'est la somme de tous ces petits pas. C'est pas un grand pas de géant d'un coup. Prenez en image l'échelle. Une échelle. D'accord? Une échelle. Vous avez une échelle, donc avec les petits échelons là, et il y a quelqu'un qui grimpe l'échelle. Maintenant, supposez que à côté de ça, il y a une échelle avec 2 échelons qui sont distancés de 2 mètres d'un coup. Donc plein de petits échelons, et puis d'un coup, il y a 2 mètres. Est-ce que vous pensez que la personne qui va arriver plus vite, c'est celle qui prend les petits échelons, bam, 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 qui sont équidistants, une distance atteignable, où on peut mettre le pied? Ou est-ce que vous pensez que c'est la personne qui veut faire un pas de géant d'un coup?
On a tous la réponse. On a tous la réponse. Donc gardez ça en tête. Des fois, on perd plus de temps à essayer de faire les choses en grand tout de suite, là, maintenant, plutôt qu'à prendre le temps maintenant de bien analyser le truc, de bien se projeter, de bien faire son plan d'action, de bien organiser, planifier, pour aller beaucoup plus vite après, en fait. C'est exactement la même chose. Les amis, je pense que je vous ai vraiment tout dit. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? J'ai pas trop respiré, je vous ai même pas fait interagir. Mais voilà, c'est vrai que c'était super. Mais ma Victoria, t'es là, ma belle Victoria. J'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de te voir ici, avec plaisir. Sachez juste que si vous pensez que aujourd'hui vous avez tout essayé, que vous n'y arrivez pas, c'est juste parce que vous n'avez pas le bon mode d'emploi. Il y a quand même un mode d'emploi. Je veux dire, une personne à haut potentiel, ça reste une personne atypique. Donc, il y a quand même un petit mode d'emploi minimum. D'accord? Il y a quand même un minimum à connaître sur le fonctionnement du cerveau. Il y a quand même un minimum à connaître sur les croyances limitantes, sur justement la procrastination, le pourquoi du comment on fonctionne, etc., etc. Et il faut être convaincu dorénavant, parce que ça, c'est mon intention à chaque live, c'est-à-dire au bout de mes 365 lives, j'ai envie que vous soyez convaincus que oui, vous aussi, vous pouvez changer vos habitudes, que oui, vous pouvez impacter votre cerveau, que oui, une personne à haut potentiel peut être heureuse. Sylvie qui est là, je me permets de la mettre en lumière parce que elle interviewe des gens, des personnes à haut potentiel qui sont très très bien dans leur peau, qui sont épanouies, qui sont en train d'éclore, qui ont fait des choses grandioses. Donc oui, des personnes heureuses et surdouées, ça existe. Sylvie Richard, si tu veux, je t'invite à mettre le lien vers tes podcasts ici en commentaire si tu en as envie. En tout cas, tu as été une merveilleuse rencontre. Ma Julie! Mais oui, ça a duré longtemps. De rien, ma Priska, je suis contente que ce live t'ait plu. Oui, Sylvie, à bientôt. Tu verras que, voilà, si tu as loupé ce que je viens de dire sur tes podcasts, n'hésite pas à mettre en lien le lien en commentaire. Voilà, écoutez, je vous embrasse très fort. Tout est possible. Tout est possible à chaque instant. 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 Répétez-vous ça. Dites-vous ça bien. Intégrez-le. Comprenez-le. Incarnez-le. Tout est possible à chaque instant. À chaque fois que vous désirez quelque chose, c'est que vous êtes capable de l'atteindre parce que Dieu, l'univers, Mère Nature, peu importe ce en quoi vous croyez, ne vous a pas donné une charge qui est plus lourde que ce que votre âme peut supporter. Est-ce que ça, c'est très bien clair? Parce que ça, on le retrouve dans beaucoup de livres religieux, d'ailleurs dans tous les livres religieux en fait, par rapport à la foi. Il faut avoir la foi que on ne peut pas avoir un désir, une envie, un rêve, un objectif qu'on ne peut pas supporter. Et on ne peut pas avoir dans notre vie des épreuves, des obstacles, des challenges qu'on ne peut pas supporter. Tout ce qui vient sur notre chemin, bon ou mauvais, c'est des choses qu'on peut supporter. C'est des choses qu'on peut atteindre. C'est des choses qu'on peut faire. Donc les capacités, elles sont là. Les ressources, elles sont là. Le potentiel, il est là. Le talent, il est là. Mais il faut aller un peu remuer tout ça et venir l'utiliser. Je vous embrasse très très fort. Oui, tout est possible, ma Julie. Tu le sais, tu le sais, tu le sais. Maintenant, tu le sais encore plus fort. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Salut tout le monde.